Alors, il faut rendre à César, c'est Donald Trump qui a relancé ou lancé l'idée il y a quelques jours lors d'une conférence à l'Economic Club de New York, la création d'un fonds souverain américain. Voilà, un fonds d'investissement d'ailleurs qui est soutenu par les démocrates, même si Kamala Harris ne s'est pas encore prononcée sur le sujet. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plane, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Est-ce qu'il y a vraiment, on sait que sur certains sujets stratégiques, notamment la guerre commerciale avec la Chine, l'attitude américaine face à la Chine, il y a souvent maintenant sur certains sujets un consensus bipartisan outre-Atlantique, justement sur ces sujets, pour lancer un fonds américain, un fonds d'investissement étatique. Oui, on avait l'impression que la question protectionniste, interventionniste, en tout cas, elle devient de plus en plus transpartisan, hein. On voit aussi dans la campagne initiale de Biden, hein, qui reprenait quasiment les mots de Trump, hein, sur les droits de douane. Désormais, c'est sur le fonds souverain. Effectivement, vous l'avez dit, hein, c'est plus Trump qui a la manœuvre, hein, sur cette histoire, et il veut le financer notamment par la hausse des droits de douane. Mais Biden était aussi sur l'idée d'un fonds souverain qui fléchait un certain nombre d'investissements stratégiques. On ne connaissait pas les modes de financement, mais en tout cas, il n'y a pas d'opposition réelle là-dessus. Il y a peut-être des oppositions sur les montants levés, sur le financement qu'il pourrait y avoir et sur les investissements réalisés, mais l'idée d'une protection plus forte, et notamment stratégique, hein, c'est un outil stratégique, sur des investissements pardon, aux États-Unis ou à l'étranger, bien sûr, hein, parce que c'est pas très clair non plus là-dessus, semble trouver une large majorité, notamment dans le personnel politique américain. Oui. On connaît les fonds souverains les plus gros de la planète. Oui. Il y a le fonds souverain norvégien, il y a des pays du Golfe qui ont leurs fonds souverains aussi, mais ils sont assis sur des mannes pétrolières, des hydrocarbures qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Après, quand cet argent est réutilisé, mais voilà, il y a des excédents d'épargne. Que je sache, il n'y a pas d'excédent d'épargne aux États-Unis. Il y a un pays qui connaît ce qu'on appelle les déficits jumeaux, déficits Oui. commerciaux, déficits budgétaires. Oui. C'est pas incongru de parler de fonds souverains américains? Alors, c'est bien sûr j'allais dire, effectivement, l'angle mort de cette affaire. C'est comment vous financez, comment vous levez effectivement des capitaux importants pour un fonds souverain. Est-ce que c'est sur la base de nouvelles ressources fiscales? Est-ce que vous détournez une partie de l'épargne? Donc c'est loin d'être clair, hein. Aujourd'hui, vous l'avez bien rappelé, hein, David, c'est que les États-Unis se caractérisent par c'est ce qu'on appelle les twin déficits, ces déficits jumeaux qui sont colossaux, hein. On voit sur le déficit public avec un déficit extrêmement important et des déficits commerciaux. Donc, on est très loin des fonds souverains dont on a l'habitude d'entendre parler, que ce soit de la Norvège, hein, qui recycle en fait ces excédents énormes qu'elle peut bénéficier liés à sa manne, notamment liés au gaz, ou ceux des pays du Golfe, qui sont assis aussi sur des ressources pétrolières importantes et des excédents. Donc, les États-Unis ont ce problème-là, et Trump se soucie jamais tellement du financement, j'ai l'impression, hein. Donc, c'est pas vraiment sa priorité. Tout est possible, hein. Effectivement, on pourrait utiliser les droits de douane pour financer son soin, C'est mais ce ça qu'il serait au détriment propose, d'autres choses. Donald Trump, c'est ce qu'il propose. Il propose Oui, c'est ce qu'il justement que propose. ces hausses de droits de douane alimentent ce fonds. Oui, donc c'est pas, voilà, il y a quand même une forme de fléchage qui existe, mais en tout cas, les droits de douane ne seraient pas là pour réduire le déficit existant ou utilisés pour soutenir d'autres dépenses ou autres, donc ou des baisses d'impôts. Donc c'est vrai qu'il y a toujours la question de ce fonds souverain et de son financement, c'est important, des montants qui pourraient être débloqués, parce que là, on n'a pas, enfin, moi, j'ai pas entendu les montants qui pourraient être à la clé. C'est quelque chose d'important. Et puis après, pourquoi faire? C'est-à-dire, Ben, c'est ça mon on sujet. voit. J'aurais dû Mathieu commencer par ça. Pour le commun des mortels, et je m'inclus dedans, un fonds souverain, concrètement, il servira à quoi? Il investirait dans quoi? Dans ce qui est stratégique, dans les infrastructures américaines, dans la protection Alors, d'entreprises en proie, en difficulté, je ne sais ouais. pas. Alors, on peut imaginer plusieurs choses, hein, parce que c'est vraiment des participations dans des entreprises, hein. Donc, effectivement, on pourrait imaginer développer un certain nombre d'investissements dans des secteurs stratégiques, ce qui existe déjà plus ou moins avec l'Inflation Reduction Act, mais ça passe plus par un crédit d'impôt. Là, ce serait une intervention directe dans les participations des entreprises, hein, par exemple. Alors, je sais que notamment Donald Trump a parlé des questions d'infrastructure, infrastructure de transport, ça pourrait être des aéroports, par exemple. Il a parlé aussi de la recherche médicale. Je sais que Biden, à l'époque, avait parlé de la construction navale et du nucléaire. Donc, on voit qu'on a des choses assez différentes, hein. Le périmètre n'est pas très clair aujourd'hui. Est-ce que c'est uniquement pour intervenir sur le territoire national?
justement en termes peut-être presque défensifs hein, par rapport à des attaques d'autres investisseurs étrangers? Est-ce que c'est pour aller prendre des participations à l'étranger? Justement, c'est ce que font en fait hein, les fonds souverains étrangers. Ils sont pas là pour financer uniquement l'investissement de leur pays. Quand vous regardez la Norvège, le Qatar, ils prennent des participations dans les autres pays. Et donc c'est vrai que c'est aussi un outil, j'allais dire, d'action géopolitique, d'aller chercher justement des participations dans des investissements clés, stratégiques, et ce que n'aiment pas beaucoup justement les pays qui subissent ça. J'ai j'ai appris en lisant les Échos que certains États américains en fait ont déjà, à Mm. l'échelle de leur région, de leur État, leur propre fonds souverain. Oui, il y en a une vingtaine, je crois, hein, aux États-Unis de fonds souverains, qui sont essentiellement les États qui ont des ressources pétrolières ou gazières. On retrouve toujours ça, hein, ça permet de recycler ces ressources. Je crois un des plus gros est l'Alaska, notamment, et qui bénéficie en fait à la population de cet État-là, hein, parce que effectivement, ces fonds souverains. Alors, il faut regarder aussi comment ils sont pilotés, hein, et quelle est la gouvernance de ces fonds, hein, quelle est l'utilité de ces fonds. Mais par contre, bien piloté, bien sûr, ça permet de faire bénéficier la population d'un certain nombre de ressources, notamment les dividendes issus de ces fonds. On voit que notamment la Norvège, par exemple, si je prends le cas de la Norvège, qui est le plus gros fonds au monde, je crois que c'est 1750 milliards de dollars, a des participations dans 75 pays et dans 9000 entreprises. Donc c'est colossal. Elle en a 180, par exemple, participations dans 180 entreprises en France. Donc c'est un moyen d'action très fort. Et le rendement, je regardais sur le fonds norvégien, c'est plus de 8% quand même. Et donc, Chaque année. chaque année, ce qui est colossal. Donc, c'est une situation très particulière. Là, donc, on ne sait pas si, dans le cas américain, est-ce que c'est un outil financier pour augmenter les rendements, comme un peu l'Alaska ou autre, ou est-ce que c'est un outil purement stratégique? Hmm. Peut-être c'est un peu les deux. Bon, on voit bien que, en tout cas, ça parle à l'électorat américain. Bon, on se dit quoi? On se dit que c'est une bonne idée ou pas, du point de vue américain. Et est-ce qu'on peut imaginer qu'il verra un jour qu'il verra le jour ce fonds souverain américain, ou est-ce qu'on est dans le cas d'une campagne électorale et donc ce sera oublié dès la fin de la campagne, ou parce qu'on a un consensus, un relatif consensus bipartisan, même si on attend de voir comment se positionne Mhm. Kamala Harris sur le sujet, on peut imaginer un jour l'avènement d'un fonds Oui. stratégique et un fonds souverain américain. Bon, moi, je pense qu'il ne faut pas du tout l'écarter, hein. C'est pas illusoire. Après, c'est quelle est la taille de son fonds souverain et comment il est, en fait, comment il s'installe j'allais dire, dans le paysage américain, sachant que des fonds souverains des États existent déjà. Ça, c'est le premier point. La deuxième question, c'est clairement le financement de son fonds souverain, mais de plus en plus, on voit l'action d'un État stratège, hein, qui pourrait participer de plus en plus au développement d'entreprises dites stratégiques sur des choses technologiques, sur les transitions vertes. Donc, c'est quelque chose qui est quand même très, très largement dans le débat et qui est, à mon avis, politiquement très accepté, hein. Allez, merci beaucoup. Explication signée Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci Mathieu, bonne journée. Merci, David.